Bienvenue chers amis au cœur de l'émission Homo Micro. Homo Micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naik Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant. Avec le cercle des chroniqueurs, ravi de vous savoir à l'écoute, où que vous soyez. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Vous êtes vraiment fidèles au rendez-vous et ça, nous en sommes vraiment très très heureux. Il est aussi fidèle, Nicolas Rividier pour le plus de l'actu. Bonsoir Nicolas, comment ça va ? Oui, bonsoir Brahim, bonsoir à vous toutes et tous, chères auditrices et chers auditeurs. Ce soir, dans le plus de l'actualité, rien ne m'attriste plus que de ne pas comprendre ce qu'un artiste a voulu me dire. Ça va être passionnant tout à l'heure avec Nicolas. La revue de presse sera assurée ce soir par Rudy qui est avec nous. Bonsoir Rudy. Oui, bonsoir. Alors, je vais vous donner des bonnes nouvelles quand même, malgré tout ce qui peut se passer dans l'actualité cette semaine. Dédicace à la Russie, donc. Merci d'être là également, Rudy. Alors ce soir, pour vous, 2 livres, sinon rien. Tout à l'heure, en fin d'émission, nous retrouverons l'homme avec son peignoir et ses pantoufles qui, avant sa chronique et avant de dormir, il prendra son petit bol de soupe pour nous présenter un roman de Douglas Stewart. Et il s'agit de Shaggy Bennett. Donc, et vous aurez bien sûr compris qu'il s'agit de Éric Garnier. Et pour la partie LGBT, Étienne Bompé-Femme, bonsoir. Bonsoir Brahim. Ce soir, je vais vous parler d'amour avec Here's to Us de Becky Albertalli et Adam Silvera. L'amour, ça existe ? Tu verras. Je ne l'ai pas encore rencontré. Peut-être grâce à toi tout à l'heure. Donc, je vais tout apprendre et on va tout savoir. Ce 23e épisode d'Homo Micro est réalisé par Nathan Hilero. Comment ça va, Nathan ? Ça va très bien, merci Brahim. Écoute, on a eu un super rush, c'est super bien. On a une super émission qui nous attend. J'ai hâte d'entendre Didier qui est déjà en ligne et qui justement nous attend pour sa chronique. Merci de rester avec nous. Homo Micro, l'invité du jour. J'avais 20 ans lorsque j'ai croisé pour la première fois l'œuvre de Derek Jarman. C'était avec Caravaggio, son si singulier biopic du Caravage. Ce n'est pas tant la beauté plastique de ce film qui m'a sauté aux yeux, que la manière bravage dont Jarman s'était autorisé à réécrire l'histoire de cet artiste. Il avait en effet choisi de mettre au centre de son récit l'homosexualité d'habitude cachée et non dite du peintre. Valérie Beau, bonsoir. Dans J'écris ton nom, notre invité Didier Rothbettoni pour le documentaire consacré à Barbara Hammer et Derek Jarman, diffusé dans l'émission Expérience sur France Culture et dès à présent en podcast. Voilà, bonsoir. Nous sommes très heureux de recevoir Didier Rothbettoni par téléphone. Bonsoir. Voilà. Bonsoir Didier. Eh bien, je vais un petit peu te présenter pour nos auditeurs, auditrices qui te connaissent certainement par des biais différents. On va quand même leur rafraîchir la mémoire. Tu es journaliste, auteur, historien du cinéma LGBTQI, homme de radio, de festival de cinéma, conférencier. On peut parler aussi du co-commissariat de l'exposition Chant d'amour. Et tu es un passionné qui aime le partage. Ton ouvrage, Les années SIDA à l'écran, t'a entraîné à produire pour France Culture une série de 4 documentaires pour l'émission LSD. La série documentaire intitulée « Quand la création raconte le sida » en 2018. Pour l'émission Toute une vie, tu as travaillé sur le portrait de Jacqueline Audry, la disparue du cinéma français en 2020. Pour l'émission Une vie, une œuvre, tu avais proposé un documentaire intitulé Derek Jarman, cinéaste queer. Et avec joie, je vous l'annonce encore, ces émissions sont toujours en podcast d'ailleurs, comme nous. À présent, ce nouveau documentaire est le sujet de ton invitation plus particulière aujourd'hui, offre un dialogue entre Barbara Hammer et Derek Jarman. Et ce dialogue est tissé sans que Barbara et Derek ne se soient rencontrés ou échangés directement. Alors tous les deux sont des enfants des années 40, ils se dressent contre et avec leur époque, par la création, le documentaire est à la fois précis et vers des paysages artistiques larges et puissants. Pour en dire un petit peu plus, née en 1939, l'américaine Barbara Hammer découvre presque en même temps, à la fin des années 60, le cinéma et son homosexualité.
Armée d'une caméra Super 8, elle va donc, d'une manière assez autodidacte et sans tabou, ni formel, ni thématique, filmer ce que personne ne filmait alors, la sexualité féminine vue par une femme, et plus encore, la sexualité lesbienne vue par une lesbienne. C'est une pionnière féministe, queer, au sein d'un cinéma d'avant-garde, essentiellement jusqu'alors réservé aux hommes. Concernant le Britannique, Derek Jarman, il est né en 1942. Il se destine d'abord à la peinture avant de découvrir le cinéma en travaillant les décors et les costumes de 2 films du cinéaste Ken Russell à l'aube des 70s. Il saisit aussi toutes les possibilités offertes par la Super 8 et signe une longue série de courts-métrages conjuguant poésie visuelle, ésotérisme, engagement politique, sexualité. Il devient le réalisateur fétiche de toute la scène musicale anglaise. Alors le tour de force, Barbara et Derek sont donc, dans les mêmes années à distance, engagés dans les mêmes recherches, aussi bien thématiques qu'historiques ou politiques, et les mêmes trajectoires. Ils sont l'un et l'autre porte-parole emblématique de leur communauté. Pour autant, leur engagement ne s'arrête pas là, et tous deux sont aux avant-postes des combats des années 70-80, féministes, écologie, droits des minorités, refus de libéralisme économique. L'un comme l'autre également ne se mélangent pas, se mettant en scène et mettant en scène leur corps dans leurs œuvres, que ce soit le corps joyeux dans la sexualité ou le corps souffrant dans la maladie. Ce sera le sida pour Jarman, le cancer pour Hammer. Tous les deux, il s'agit d'une lutte personnelle et politique qui passe par la création. Le sida, VIH, emporte Derek Jarman en 1994 et le cancer à Barbara Hammer en 2019. Il y a un grand débat dans les années 70 sur est-ce que nous, on peut produire quelque chose qui soit de la pornographie ou de l'érotisme, ça dépend des discours, qui soit féministe, qui soit notre female gaze, qui soit notre façon de voir et qui ne soit pas un regard masculin sur la sexualité féminine. Et là, Barbara, elle y va franchement, en gros plan, toujours dans ce côté très confrontation. Didier Roth-Bettoni, merci d'être avec nous. Donc on vient de diffuser 2 extraits concernant ton super documentaire. Et là, avant de passer aux questions, qu'est-ce que tu penses un peu de la chronique de notre amie Valérie ? Est-ce que tu as d'autres choses à ajouter ? Je ne vais pas dire du mal, c'est très bien. C'est un bon résumé à la fois du parcours de ces deux artistes que j'ai voulu un petit peu mettre en avant dans ce documentaire et puis de ma démarche à moi. Donc ça me va très bien. Valérie ? Alors, eh bien écoute, merci pour ce documentaire qui est d'ailleurs qui est déjà en ligne sur France Culture. Moi, je suis vraiment stupéfaite de ne connaître ni un ni l'autre. Et je pense qu'on est nombreuses et nombreux à les découvrir. Et j'ai l'impression, en découvrant davantage ton travail, quelles sont tes motivations, les recherches à lever le voile, à supprimer cette invisibilité sur les artistes, finalement, qui ont été des pionniers ? Oui, ça fait partie de mes motivations. J'aime bien aller chercher là où les autres ne vont pas forcément. J'aime bien essayer de faire des choses qui n'ont pas été faites, de mettre en avant des gens qui sont quelquefois un peu méconnus. Alors en France, effectivement, Derek Jarman est un petit peu plus connu que Barbara Hammer parce qu'il y a eu quelques films de Derek Jarman qui ont été diffusés en France. Il y a eu une exposition encore juste avant la fin de l'année dernière qui a eu lieu à Ivry, qui a eu un certain succès, un certain retentissement. Donc il y a eu un certain nombre de choses autour de Derek Jarman. Donc il est un petit peu connu dans les cercles cinéphiles ou les gens qui s'intéressent un peu au cinéma expérimental. Barbara Hammer, effectivement, en dehors des cercles lesbiens militants ou en dehors de celles et ceux qui s'intéressent au cinéma expérimental, elle est beaucoup plus méconnue parce que ces films ont été très peu montrés en France et que ces films, c'est essentiellement des courts-métrages, donc c'est pas forcément les choses qu'on voit le plus facilement. Donc moi, ça m'intéressait, et ça m'intéresse toujours, effectivement, d'essayer de mettre en avant, un peu comme eux, finalement, dans leur œuvre, Jarman comme Barbara Hammer, ils ont eu à cœur, tu le disais dans ta chronique, de montrer l'homosexualité cachée de grands personnages historiques ou culturels. Ça a été une grande part de leur démarche et c'est un petit peu ce que j'essaie de poursuivre. C'est un petit peu
l'inspiration qui est la mienne, qui m'ont donné l'un et l'autre d'essayer de construire comme ça une mémoire collective de gens dont on ne parle plus ou plus assez. Et l'idée de réunir ces deux artistes ensemble, comment elle t'est venue ? En fait, c'est très. Je travaille depuis très longtemps sur Derek Jarman, qui est un cinéaste que j'aime beaucoup, qui m'intéresse beaucoup à plein de points de vue. Donc, j'ai fait pas mal de travaux sur lui. J'ai écrit un livre sur lui. J'ai fait un documentaire qui lui a été complètement consacré pour France Culture il y a quelques années. Et puis, il se trouve qu'il y a 3 ans, un festival en Suisse, à Lausanne, le festival du film Underground, m'a proposé de faire une petite programmation rétrospective des films de Derek Jarman. Et en parallèle, ils m'ont proposé aussi de faire une rétrospective des œuvres de Barbara Hammer. Et donc c'est une cinéaste que je connaissais, mais pas plus que ça. Et je savais qu'il y avait des points communs entre eux, puisqu'ils avaient tous les deux commencé à peu près à la même époque. Ils avaient tous les deux commencé par le cinéma expérimental. Mais jamais je n'aurais pensé que en travaillant sur ces 2 rétrospectives, qu'en permanence, quand je trouvais un sujet ou une façon d'aborder quelque chose chez l'un, je le retrouvais chez l'autre aussi. Et ça m'a semblé une telle évidence qu'il y avait un dialogue, non pas entre eux, parce qu'ils ne se sont a priori jamais rencontrés, en tout cas je n'en ai trouvé aucune trace d'une rencontre entre eux, mais que même s'ils n'ont pas dialogué eux-mêmes personnellement entre eux, leurs œuvres, leur travail, leur parcours même, leurs engagements l'ont fait pour eux. Oui. Que tout ça est un dialogue permanent entre 2 œuvres, entre 2 parcours, et et je me suis dit j'ai envie d'essayer de créer cette rencontre qui n'a pas existé, la faire s'incarner à un moment donné par le biais d'un documentaire radio. Valérie. Alors oui, justement Didier, donc parlons de ton livre Sébastien ou Saint-Germain, cinéaste queer et martyr. J'aime vraiment beaucoup ce titre. Il est sorti en 2014. Tu as donc beaucoup travaillé déjà sur Jarman. Je me questionnais, est-ce qu'avec ce documentaire, tu as encore découvert de nouvelles facettes de l'œuvre de Derek et même sur sa vie ? Alors, sur sa vie, non, pas vraiment, parce que je crois que je la connais pas mal, mais sur son parcours, alors c'est pas tant dans la préparation de ce documentaire, encore que quand j'ai lancé la préparation de ce documentaire, il se trouve qu'il y avait cette exposition à Ivry qui était très belle, qui présentait pour la première fois les peintures de Derek Jarman, parce qu'en plus d'être cinéaste, il était aussi peintre, et un peintre de grand talent, et il se trouve que je n'avais jamais eu l'occasion de voir ces peintures en vrai. Je n'avais vu des reproductions dans des livres, dans des magazines ou sur Internet, mais je n'avais jamais eu l'occasion de m'y confronter physiquement, et c'est vrai que ça a été un choc de les découvrir, de voir leur taille, de voir l'épaisseur de la peinture, de voir la puissance de ce travail de peintre de Jarman que je n'avais fait qu'effleurer jusque-là. Donc oui, il y a encore beaucoup de choses j'imagine, dans son parcours, dans son œuvre que je ne connais pas ou pas très bien et que j'ai encore à découvrir. Il y a encore beaucoup de choses, oui. Je pense que c'est la force de ces cinéastes, que ce soit Jarman ou Barbara Hammer, d'être suffisamment riches dans leur œuvre, dans leur travail, dans leur démarche, pour être en permanence, pour permettre en permanence de les découvrir ou d'en découvrir de nouvelles facettes. La création d'un tel documentaire, cela représente quelle somme de travail, de recherche et de composition pour, en fait, 1 heure d'émission? C'est pas mal de temps. D'abord, c'est pas mal de temps. C'est de revisionner les films pour essayer de sélectionner les meilleurs extraits pour servir de bande son. C'est chercher dans les interviews, chercher dans les archives de l'un et de l'autre pour essayer de trouver les bons extraits qui se répondent bien entre eux. Et puis après, de trouver les bons témoins, puisqu'il y a en plus des extraits des films, en plus des interviews d'archives de Derek Jarman et de Barbara Hammer. Il y a aussi deux intervenants d'aujourd'hui qui sont à la fois des spécialistes et plutôt des amateurs, des gens qui aiment l'œuvre de ces 2 artistes, qui sont la critique d'art, l'historienne de l'art Elisabeth Lebovici, qui est aussi une grande activiste LGBTQI, et le journaliste queer Sylle Cerf-Maupois, qui apporte des points de vue très personnels, des regards très personnels, très intimes, très forts, je trouve, à ce dialogue entre Jarman et Barbara Hammer. Donc,
il fallait trouver après les bons témoins, les faire parler. Donc voilà, puis après tout le travail de montage, donc c'est un travail de 2 mois et demi. Oui. Oui, on voit à quel point c'est un travail complet, fouillé, qui reprend l'archive, qui met si cher. Et justement, peut-être as-tu découvert davantage l'œuvre de Barbara Hammer. Ça te donne envie d'y travailler à nouveau? J'aimerais beaucoup, oui. J'aimerais beaucoup aller un peu plus loin sur Barbara Hammer. J'aimerais beaucoup, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai fait pour France Culture déjà il y a 2-3 ans un documentaire d'1 heure consacré à Derek Jarman, un documentaire biographique. Je crois que j'en avais parlé d'ailleurs dans mon micro. Je crois que tu m'avais invité, Brahim, gentiment déjà à l'époque. Et j'aimerais essayer de faire la même chose sur Barbara Hammer. Après, c'est compliqué. Il faut convaincre la chaîne que c'est suffisamment intéressant, suffisamment riche et que ça va parler à des auditeurs et des auditrices. Mais voilà, je pense que si les retours sont bons sur ce documentaire-là, sur cette rencontre imaginée, peut-être que ça donnera envie à France Culture d'aller plus loin. Alors justement, à propos des documentaires sur France Culture, quel est le rythme de ton travail? C'est un documentaire par an ou un peu plus? Oui, c'est 1 ou 2 par an. Ouais. Oui, parce que non pas que ce soit suffisant comme travail, mais ça n'est pas mon activité principale, quoi. Je fais d'autres choses, j'écris des livres, en tout cas j'essaie de le faire en parallèle, c'est plutôt ça mon activité principale. Et les documentaires pour la radio, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau à chaque fois. Oui, à chaque fois, oui. Le petit plaisir en plus. Et c'est bien d'intervenir au moins 1 fois par an, parce que comme ça, on a toujours envie de t'écouter. On se dit, mais alors qu'est-ce que fait Didier? Quand est-ce qu'il revient pour un nouveau documentaire? Parce que après, on est lassé, enfin, je parle pas de toi, mais les gens qu'on entend souvent dans les médias ou qu'on écoute un moment. C'est pas ton cas, en tout cas. Donc 1 fois par an, c'est un bon rythme. Et tu disais que tu fais beaucoup de choses, tu écris beaucoup de livres. Quels sont tes projets? Est-ce qu'il y a un petit livre à nous annoncer, là, dans quelques mois? Alors oui, il y aura, si tout va bien, d'ici la fin de l'année, un livre qui s'appellera Le Guéphéméride, qui est une sorte d'éphéméride jour par jour de l'année, où pour chaque jour je décris, je liste, j'explique un certain nombre d'événements LGBTQI qui se sont déroulés dans l'histoire. Voilà, donc ça peut être la naissance de quelqu'un, l'apparition d'un livre, la création d'une association, une manifestation, un changement législatif, un peu partout dans le monde. Voilà, essayer de voir du 1er janvier au 31 décembre comment se raconte notre histoire. Bien, merci. Et plein d'autres projets, mais on va pas te demander de nous les dévoiler maintenant, parce qu'il faut garder ce petit secret, ton petit jardin secret. Le rythme est toujours un petit peu aléatoire, donc c'est pas la peine d'annoncer des choses qui ne se feront pas forcément. Effectivement. Tout de suite. Merci. Alors, dis-nous un peu le podcast. Donc, il est donc déjà en ligne sur France Culture, et c'est pour longtemps? Oui, les podcasts restent au minimum 1 an, mais je crois que c'est beaucoup plus en fait. Je crois que c'est quasiment ad vitam aeternam. En tout cas, tant que l'application ou le site de podcast de France Culture existera, normalement, ça reste là. Donc, mes précédents documentaires, comme le disait Valérie, sont toujours là, même s'ils ont quelques années pour certains d'entre eux. Et puis, celui-ci, Derek et Barbara, une rencontre, y est depuis ce matin et pour un bon moment. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter. Effectivement, et moi je vais le réécouter tellement que c'est passionnant. Dis-nous un peu donc le nom de ta réalisatrice avec qui tu travailles. Elle s'appelle Nathalie Battus, oui, je travaille avec elle sur quasiment tous mes documentaires pour la radio. On s'entend très bien, on se complète très bien. Elle a une imagination auditive qui est très impressionnante. Elle a une façon de manier les sons et de créer des choses à partir du son qui moi me passionne et c'est devenu au fil du temps une amie. J'adore travailler avec elle. J'espère qu'on aura l'occasion de le refaire à nouveau. Merci en tout cas, et on espère un jour te voir à Homo Micro, donc en direct avec elle, qui sait, pour un prochain documentaire, et cette fois-ci quand cette pandémie s'éloignera. Exactement. Merci Didier, plein de bonnes choses pour toi et à très vite. Ciao, ciao. Bonne soirée. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, la musique. Oui, et pour cette musique, je me disais justement qu'il fallait introduire une chronique à nouveau, comme je l'ai faite pour Valérie. Et cette fois-ci, j'ai vu le titre de la fameuse chronique de notre ami Nicolas.
qui s'appelle Rien ne m'attriste plus de ne pas comprendre ce qu'un artiste, justement, me veut dire. Et je me suis dit, si jamais on ne comprend pas, c'est pas grave, il faut se laisser emporter dans ce cas-là. Et je me suis dit, on va mettre un classique de la chanson française. Alors, c'est pas Emmène-moi au bout de la terre, non, ce n'est pas. J'aurais aimé, mais bon. J'aurais vu, mais c'est pas ça. Je me suis dit, il y a un certain Gaëtan Roussel qui revient en ce moment dans les médias. Et donc, il a créé une chanson avec son groupe, il y a probablement, je pense, déjà à peu près une vingtaine d'années, qui s'appelle Je t'emmène au vent, qu'il a composé avec son groupe Louise Attaque. Et donc, du coup, je vais décider de la passer. Voici donc Je t'emmène au vent de Gaëtan Roussel avec son groupe Louise Attaque. On écoute. Allez viens, je t'emmène au vent, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez viens, je t'emmène au-dessus des gens, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel et pas artificiel. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps, et je voudrais que tu te rappelles, notre amour est éternel, artificiel. Au micro, le cercle des chroniqueurs. Nous enchaînons avec notre ami Nicolas Rividi, le plus de l'actu. Alors avec toi Nicolas, on parle d'art, mais pas comme on a coutume de le faire dans l'émission. Et tu nous expliques tout. Je ne mets jamais en doute le talent des artistes, celui des publicitaires un peu plus. Je fais aussi partie des gens qui soulignent les titres des œuvres et ne les mettent pas entre guillemets. J'avais relevé le col de mon caban en sortant du métro pour tenter d'échapper à la bruine qui rendait Paris flou. Les lumières bavaient comme si le monde était devenu une de ces toiles emblématiques qui ont fini par bouffer leurs auteurs. La pénombre faisait de moi ce flic alcoolique qui s'en va rendre une improbable justice, du moins le croit-il. Mon regard acide laissait pointer l'inquiétude qui m'habitait déjà depuis le début du trajet, quand j'avais quitté le confort d'une bière entre collègues pour me rendre à la suite de ma journée et à la fin de ma semaine. Il était autour de 20h et je ne pouvais pas m'empêcher de me répéter en boucle « Et si je ne comprends pas ?» Qu'allais-je bien pouvoir dire à ces gens qui attendaient peut-être mon avis ? Quoiqu'il soit très arrogant de supposer que d'aucuns s'y intéressent, n'avoir rien à dire aurait été encore plus inconvenant. Et si même mon talent de meublage m'abandonnait face au néant ?
Je tournais au coin de la rue et me retrouvais nez à nez avec le lieu. Il semblait avoir émergé du néant en se dotant d'une taille plus grande qu'attendue pour que je ne puisse pas l'ignorer. Il était trop tard pour se défiler. Ne reconnaissant personne parmi les molécules humaines qui faisaient battre l'air de leurs longs bras en y ajoutant des expressions distordues par la volonté de convaincre, j'envoyais un SMS pour m'assurer que je ne m'étais pas planté d'endroit. Face à tant de nouvelles têtes, j'aurais préféré. Hélas, la confirmation vint rapidement que j'étais là où il fallait et qu'une des deux personnes que je pouvais connaître était déjà partie depuis une bonne demi-heure. Si le meublage à deux peut demeurer un dialogue, le meublage pour soi-même, c'est surtout un silence. Je saisis nerveusement la paperasse habituelle près de l'entrée de la galerie et j'entamai un tour de reconnaissance. Les murs étaient remplis de textes et de photos. Exposer des textes, en voilà une idée intéressante. C'est vrai qu'on n'affiche pas des textes pourtant. Même avec une calligraphie mécanique ou une graphie indéchiffrable, il demeure des objets visuels. Je lis, je m'y perds, je comprends que c'est embrouillé, je ne comprends rien d'autre et revient cette angoisse lancinante de passer à côté de ce qu'a voulu me dire l'artiste. En parlant d'elle, je la croise, l'artiste. Le masque n'aide pas à la reconnaissance des êtres que l'on a connus sans, même quand c'est une cousine proche. On se salue brièvement, on échange quelques mots, et elle me met un coup de pression en me parlant de mon œil de photographe. Si t'as déjà vu un flamby mal démoulé, c'est moi à ce moment-là. Je continue mon repérage sans lui faire part de ce que j'ai déjà en tête. Je m'enfonce dans les textes et il n'y en a pas un seul qui déclenche en moi ne serait-ce qu'une fraction de l'ivresse qu'ils sont censés me procurer. L'émotion est une chose qui ne se compare pas. Je suis démuni, je relis, je dépiote, j'analyse, je traque le mot clé de voûte qui explique tout pour arriver à la conclusion que sur les poèmes, je ne comprends strictement rien. Que dire alors ? Lorsque l'inévitable critique va être due. Après tout, l'artiste s'expose, l'artiste s'explose. Il ouvre les tréfonds de son âme, il explose son être et dans cette pluie rouge et subtile, charge aux visiteurs, au public de reconstituer les bribes du vivant pour accéder au sublime. La triste explosée. Je le sais mieux que d'autres, sans doute. J'ai exposé des photos, j'ai explosé ma personne. J'ai étalé mes noirceurs sous les traits de décors insignifiants et de scènes quotidiennes. Sous des corps nus et esthétisés, j'ai planqué du sale, de l'obscurité et du froid. J'ai fait émerger une lumière. J'ai attendu derrière chaque visiteur avec mépris autant que curiosité ce qu'il allait bien pouvoir dire de mes œuvres. En réalité, je me foutais de leur avis. Je n'œuvrais pas pour les autres, je travaillais contre eux. Je n'ai jamais eu la prétention de faire de la photo de déco. Quand je shoote, quand je pose, quand je joue, je n'aspire qu'à une chose, briser un peu plus la paroi entre mon monde et celui des autres. Qu'importe dans le fond qu'une personne qui n'a jamais recherché le monde invisible que l'artiste tente de projeter pour ses semblables ne comprenne pas une œuvre. Son avis ne calmera pas mes angoisses, ne comblera pas les soirs sans sommeil, ni n'empêchera les quêtes des couches étrangères et l'oubli qu'elles promettent. J'attendais juste qu'il le formule, son putain d'avis, pour pouvoir déceler dans son regard tous les détails qui font d'une parole un mensonge. Je me délecte de la bêtise de l'outrecuidant qui croit comprendre et qui pourtant ne voit que la surface d'un message cataclysmique. Me revoilà rendu au texte, au poème, accroché au mur. Je m'en veux, j'ai une certitude, il y a quelque chose à comprendre, quelque chose à saisir. Je n'en veux pas à l'artiste, je m'en veux à moi, parce que le mutisme de mes lèvres révèle la cécité et ma bêtise. Mon incapacité à voir son monde, je me flagelle intérieurement parce que ce que je m'apprête à être est tout ce que je rejette. Je me crois exceptionnellement ouvert, sensible à tout, capable de m'émerveiller de tout. Elle me démontre avec brio que je ne suis rien de ce que je crois, puisque, au moins elle, je ne la comprends pas. Me voilà rendu à un amas de cellules sans autre but que la survie. Prêt à rendre les armes face à cette fin de semaine que je n'avais pas envisagée, je lève les yeux plus haut sur le mur et je découvre une photo, puis d'autres. Je les avais complètement oubliées. Chacune surplombe un texte. Il s'agit de photos très abstraites, des superpositions argentiques. Le grain ne ment pas. La qualité des photos est volontairement mauvaise. Je décèle tout de suite l'anarchie bienveillante du rêve. De ces événements sans queue ni tête, qui existent sans que rien ne justifie leur existence et disparaissent sans que rien n'explique leur disparition. Je défroisse le papier que j'avais machinalement enfoui dans ma poche sans le lire et je découvre le titre de l'expo. C'est pas possible d'être aussi con, me dis-je, sans être audible du reste de l'assemblée. Il avait fallu que je sois à ce point noyé par les textes, violenté comme jamais, rendu au seuil de l'inutilité, pour trouver dans les images une histoire que je connaissais déjà et qui me disait « Continue de te haïr, tu avances ». Sans elle, je n'aurais jamais raconté tout ça. Alors je ne sais pas si j'ai compris ce qu'elle a voulu me dire, mais je me suis sans doute un peu mieux compris après avoir vu ses œuvres, et c'est sans doute là le plus important. Ma cousine, c'est Caroline Taillant. Elle expose ses chimères jusqu'au 25 février au 9 rue Simon-Lefranc, juste derrière le centre Pompidou. Elle a également un podcast de poésie qui s'appelle Les Graines. Il y a une page Facebook, j'ai souligné les titres. Allez la voir, allez la lire et allez l'écouter. C'est une artiste. Merci l'artiste. Oh là là. Valérie, tu vas réagir parce que là, c'est... Mais oui, mais tu es poète aussi.
C'est un bonheur de t'écouter lire, enfin, voilà, l'écriture de ta chronique sur le fond et sur la forme, toujours. Merci. Merci à toi. Nicolas qui était sur le divan, enfin là, qui va continuer. Donc, là, tu as des choses à dire quand même. Valérie qui parle de poésie, donc c'est un poète aussi, Nicolas. Ah oui, c'était magnifique. Je me suis laissé bercer par tes mots. Et ça finit bien, parce qu'au début, je me suis dit, pauvre cousine. Ouais, et je prends plus cher qu'elle. Ouais. Cette idée de nous présenter ce beau travail ce soir, comment ça t'est venu? C'est une forme de révolte intérieure? Tu avais vraiment envie de verser? Il y a 2 semaines, on a commencé à en parler sur le chemin du métro, tous les deux. Oui, oui, effectivement. C'est bien parce que pour tout vous dire, en fait, l'ensemble des chroniqueurs de l'équipe de mon micro, à chaque fois, je leur demande, on fait tout un travail où ils me remettent leur travail en temps et en heure. Il n'y a que Nicolas qui me remet les choses le soir même, et je trouve que c'est bien parce que c'est la surprise, quoi. Et ce soir, c'est une surprise, et je crois que c'est volontaire de sa part, et c'est bien parce qu'il y a une part un peu quelque part de... Bah là, je découvre. C'est vrai que j'aurais lu le texte avant, peut-être que là, je suis tellement sensible qu'effectivement, on en a discuté lundi, il y a 15 jours, effectivement, ouais. Bien. Tu auras encore des choses à me dire tout à l'heure autour... Moi, j'ai toujours des choses à raconter aux vieilles personnes quand je les raccompagne au métro. Très, très bien. Aux vieilles personnes. Bien, tu vas rester jusqu'à la fin de l'émission parce qu'il y a Eric qui intervient. Il y a Eric qui intervient. Je l'accueillerai avec plaisir. Ouais. L'exposition, c'est jusqu'à... Donc, tu peux nous rappeler, c'est... Oui, alors c'est jusqu'au 25 février, c'est au 9 rue Simon-Lefranc, et donc c'est une galerie d'exposition de la mairie de Paris, je crois. Ouais. Voilà. Donc, il va y avoir un raz-de-marée, hein, tu le dis qu'elle se prépare. On va lui envoyer un message pour... Bien, on va envoyer quelqu'un pour qu'il fasse un sujet là-dessus, d'ailleurs. Hein, ah, mais j'ai bien le projet d'aller faire un tour. Bien, d'où la bonne question, en fait. Rudy, tu avais des choses à dire à propos de... À te remercier tout d'abord, parce que c'est vrai que tu utilises la première personne, mais finalement, tu m'as aussi embarqué, je les voyais, donc c'était un plaisir. Je te remercie. Qu'est-ce que tu as découvert, Nathan? Oh, en soi... Gaëtan Roussel. Comment? Oui, j'ai découvert Gaëtan Roussel. Non, en vrai, j'ai pas découvert Gaëtan Roussel. J'ai découvert déjà une personne que je ne connaissais pas. Ouais. Déjà, principalement. Ensuite, j'ai découvert un sentiment de déjà vécu. C'est-à-dire sortir d'une exposition, me dire c'est super beau ce qu'il fait, et au final n'avoir rien compris. Ouais. C'est le sentiment que j'ai eu à un moment. Et au final, quand j'ai regardé, quand je me suis dit, mais attends, mais il y a un souci là. Je regarde l'affiche, et puis d'un coup, en fait, je me remémore de certains trucs que j'ai lus, et je me dis, ah, mais au fait, c'était de ça que ça parlait. Et j'ai dit, ah, ok, je croyais que c'était autre chose. Il n'y avait pas des trucs marquants, et au final, au fait, si. C'est complètement ce qui m'est arrivé en regardant et en allant dans différents musées, voir différentes dispositions. Merci Nicolas, vivement ton livre, mais je suis sûr que dans quelques temps, on pourra donc te lire et tu viendras on parlera de ton livre directement à Au Micro. Merci Nico. Au Micro, le cercle des chroniqueurs. La revue de presse avec Rudy. Alors tu vas d'abord nous parler de la situation au Sénégal, Rudy. Oui, l'Obs a sorti un article poignant sur le sort des homosexuels au Sénégal. La journaliste est allée à la rencontre d'un militant sénégalais réfugié en France après une tentative de meurtre dans son pays. Dans cet article, il explique la recrudescence des actes homophobes au Sénégal. Hier, par exemple, l'association Ensemble pour la préservation des valeurs morales et culturelles a organisé une manifestation à Dakar pour durcir la répression de l'homosexualité, qui est quand même déjà forte dans le pays. Un homosexuel peut être condamné entre 1 à 5 ans d'emprisonnement, et là, ce groupe veut faire passer cette peine d'emprisonnement de 5 à 10 ans. Dans ce pays à 95% musulman, la religion est très présente, et l'homophobie y est revendiquée comme une spécificité de la culture locale. Être homophobe, c'est donc lutter pour la cohésion et les valeurs du pays. Dans leur proposition de loi, il y a 2 alinéas qui sont quand même très préoccupants. L'un prévoit de retirer les droits civiques à toute personne coupable d'homosexualité, et l'autre punit l'apologie de l'homosexualité, c'est-à-dire qu'un journaliste, un écrivain, un médecin ou toute personne qui parlerait de l'homosexualité serait condamnée à de la prison. On ne peut que regarder cette situation avec effroi. Alors, mais l'homophobie ne se concentre pas sur un seul continent. Que se passe-t-il exactement en ce moment aux États-Unis, Rudy ?
Alors là, je vais pas vous faire une liste exhaustive, mais par exemple, au Sénat de l'État de Floride, on discute d'une loi qui indique qu'une école primaire ne peut pas encourager une conversation à propos de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre d'un élève. En Indiana, une loi a été proposée pour rendre obligatoire une permission parentale avant de parler aux élèves de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. En Arizona, un texte propose d'obliger les professeurs à prévenir les parents si un enfant parle de son identité de genre. Quant à l'Oklahoma, un projet de loi cherche à interdire dans les bibliothèques scolaires les livres ayant pour sujet l'identité de genre. Donc la situation aux États-Unis apparaît assez préoccupante, comme vous pouvez le voir. Il y a quand même de bonnes nouvelles, j'espère. Oui, toujours aux États-Unis, un sondage montre l'évolution de l'acceptation de son identité. Les chiffres sont impressionnants. Pour les baby-boomers, la génération d'après-guerre, seulement 2,6% se considèrent comme lesbiennes, bi, gays ou trans. Alors que pour les jeunes de 12 à 25 ans, c'est plus de 20%. Donc depuis 2012, la proportion d'Américains s'identifiant comme LGBT a donc doublé. Il y a un véritable bouleversement entre les générations. Et ces chiffres montrent aussi que lutter pour l'acceptation des minorités LGBT permet réellement de changer la vie des gens et même de la société tout entière. Merci Rudy. Qu'est-ce que vous avez retenu de cette revue de presse, Valérie ? Moi, je reviendrai bien sur le Sénégal, malheureusement. Et je vous conseille à toutes et tous de lire De Purs Hommes du prix Goncourt. Son nom, là, m'échappe, l'émotion de la radio. Mais c'est déjà, lorsqu'il l'a écrit, c'était déjà sidérant. Et là, c'est très préoccupant. C'est comme un étau qui se referme, et c'est vraiment fou. Nicolas, qu'est-ce que tu as retenu ? Oui, on va rester sur la touche positive de la fin, hein, histoire de ne pas sombrer dans la dépression, mais ce que ça montre, et je suis sûr que Rudy nous livre là quelque chose qui est loin d'être exhaustif dans les brimades que les personnes LGBTQI+ subissent à travers le monde, ça montre à quel point c'est encore difficile, que c'est loin d'être un privilège, contrairement à ce que beaucoup essayent de faire croire parmi nos adversaires, et qu'il y a énormément de gens qui en souffrent au quotidien. Je me rappelle quand j'étais à l'Inter-LGBT, on travaillait sur ces questions-là, et voilà, on se mobilisait pour des gens. Je me rappelle d'un jeune homme, je me rappelle plus dans quel pays d'Afrique, mais qui s'était fait massacrer à la machette chez lui parce qu'il était gay, quoi. Donc c'est quand même des trucs, c'est assez enfin voilà, il y a des motifs de révolte quand même, et je trouve un manque d'action de la part des pays occidentaux là-dessus. Étienne ? Oui, c'est triste de voir que la haine unit toujours les gens où qu'ils soient, et qu'on fait toujours une très bonne cible pour de nombreux pays. C'est triste. En plus, on a beaucoup d'espoir en Biden, on voit que finalement, peu importe le costume, c'est toujours les mêmes gens qui sont dedans. C'est le problème des baby-boomers. Nathan, qu'est-ce que tu as retenu ? La triste note au Sénégal. Je sais que c'est un peu énervant que l'actualité, ce qu'on retient principalement, c'est souvent les news un peu tristes, parce que c'est celles qui font les gros titres, c'est celles qui font parler le plus. Mais oui, c'est exaspérant. En même temps, je suis en train de me demander aussi, vu que la religion aussi est très présente dans le pays, il y a aussi, du coup, c'est à la fois horrible, et à la fois on a l'impression qu'on peut rien y faire parallèlement, parce que si on y va au Sénégal, on va avoir des répercussions principales, comme on l'a eu là, par exemple au Mali, où on décide maintenant de s'en aller au niveau des forces armées, et que les terroristes vont continuer forcément à avancer. Donc c'est pour ça que je sais pas ce que va devenir l'Afrique. J'ai très peur pour la suite. Je me souviens, il y avait une grande personne qui disait je pense souvent à l'Afrique, j'aimerais bien la voir décoller. Mais voilà, le problème, c'est que là actuellement, la religion prône partout, et surtout les terroristes règnent un peu partout aussi en Afrique. Ce qui est difficile, après, c'est aussi le fait qu'on ne peut pas forcément réagir, nous, pays occidentaux, parce que finalement, là, dans la rhétorique de ces personnes homophobes, finalement, c'est laissez-nous faire ce qu'on veut, c'est notre identité
culturelle, et donc on se retrouve un peu paralysé parce que si on les critique, eh ben, ça les renforce un peu plus, en fait, on a l'impression. Nicolas, il y a quand même des solutions. Ouais, alors ce qu'il faut voir aussi, c'est que la plupart des codes pénaux qui répriment l'homosexualité, en fait, sont hérités, et notamment au Sénégal et dans d'autres pays de l'ex-Afrique francophone, sont hérités des lois françaises. Et notamment les lois de criminalisation du régime de Vichy, etc. Donc effectivement, c'est difficile pour les pays occidentaux de se positionner sans avoir l'air de faire du néocolonialisme, mais enfin, il faut quand même noter que ceux d'en face sont bien contents de garder certaines bribes de colonialisme quand il s'agit de foutre les homos en prison. Donc il faudrait aussi gagner un petit peu en cohérence à ce niveau-là. Et là, effectivement, c'est aux gouvernants africains de... s'ils veulent l'émancipation qu'ils revendiquent, bah, qu'ils s'émancipent complètement et qu'ils abolissent les lois qui pénalisent l'homosexualité. Merci Rudy. Vous écoutez Homo Micro, une émission de et avec Brahim Naik Balk. Nathan, quel est le dernier morceau musical de ce soir ? Ce soir, c'est spéciale introduction pour chacune des chroniques. Oui, la musique va encore servir à celle de Étienne. Celle-ci, cette musique, quand j'ai vu le nom de la chronique aussi, Here's to Us ou Aimer la mauvaise personne, j'ai cherché justement un morceau qui avait un nom justement en rapport avec la chronique de Étienne. Et je suis tombé sur une chanson espagnole que je ne connaissais pas du tout, qui est du coup d'un certain Luis Ortiz, et au fait lui il m'a littéralement, en fait le nom de la chanson c'est littéralement Amantes o Desconocidos, donc ce qui veut dire littéralement amant ou inconnu. Donc ça correspond à peu près un peu à l'association de aimer la mauvaise personne, un amour qu'on ne retrouve pas peut-être, ou alors sur lequel on s'est trompé, et voilà, donc c'est pour ça que j'ai décidé de choisir cette musique en l'hommage du coup de la chronique de Étienne qui arrive juste après la musique. Mi vida, mi amor, ¿qué? ¿Ya no me quieres más? Por favor no vuelvas a llamar, ella ya empezaba a sospechar. Esta mañana la noté muy triste, ya no hay más mentiras para inventar. Si fue un arreglo justo entre los dos, que no involucremos al amor, porque ahora cambias de opinión y quieres vernos mal. No eres la misma que yo conocí, respetabas mi privacidad. Ahora no te alcanza con 2 horas y buscas el modo para lastimar. Sabes el momento que estoy junto a ella y con mensajes provocas que me interrogue, que haga 1000 preguntas, busque la verdad. Vas a tener que elegir ser solos, amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Vas a tener que elegir ser solos, amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Ella es diferente, ella es diferente. Si ser amante es un delito, me declaro el peor de los delincuentes. Te quiero mucho, pero mucho. No es necesario amenazar, por más que quieras nada va a cambiar. Yo la elegí como mi compañera, tú la de ocasiones sin necesidad. Aunque me gustó mucho ser tu amante, toda una familia tengo por delante. Por favor deja de involucrarte ahora y termina acá. Vas a tener que elegir ser solos, amantes o desconocidos.
Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Vas a tener que elegir ser solos amantes o desconocidos. Vas a tener que vivir como la segunda si ella está conmigo. No me hagas decidir, porque sabes bien que en el amor tú pierdes. Esto es cuestión de piel. Lo siento, mi amor, pero ella es diferente. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Après ce morceau rempli d'amour, eh bien, nous retrouvons notre cher Étienne Bompé-Femme, LGBT. Alors, quelle lecture nous conseilles-tu ce soir, Étienne ? Ce soir, Brahim, je vous propose la lecture de Here's to Us d'Adam Silvera et Becky Albertalli, sorti le 28 décembre 2021. Parce que je commence à bien te connaître, Brahim, après bientôt 1 an de LGBT, je devance ta dernière question. Est-il fait pour tout le monde ? Eh bien, la réponse est non. Alors, tout d'abord, ce roman vient à peine de sortir en anglais, donc les non-anglophones devront attendre sa traduction en français. Merci à toi. Et puis, il faut avoir lu et aimé, pourquoi pas nous, le premier volet de cette histoire. Vous ne l'avez pas encore fait ? Shame on you. Ce livre est vraiment un des meilleurs que j'ai lu ces dernières années, et sa fin est... Il fallait un tome 2. Je vous rappelle ce qui se passait dans le premier volume pour ceux qui n'ont pas écouté le dernier épisode d'Homo Micro de la saison dernière. Encore une fois, shame on you. Je vous la fais brève. Pourquoi pas nous, c'est l'histoire d'Arthur qui fait la rencontre de Ben, 17 ans tous les deux, à New York, où il suit un stage d'été dans le cabinet d'avocat de sa mère. Les deux se croisent dans un bureau de poste et c'est le coup de foudre. Manque de bol, un flash mob les sépare avant qu'ils aient pu échanger numéro de téléphone, profil Instagram ou pigeon voyageur. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais c'était sans compter l'envie brûlante d'Arthur qui va tracer Ben sur tous les réseaux, dans toutes les rues, dans tout l'univers. Dans ce deuxième tome, Arthur est en couple avec Mickey. C'est le petit copain idéal, ils partagent les mêmes études, les mêmes passions, toujours la comédie musicale. Ils avaient prévu de passer l'été ensemble, mais l'univers en a décidé autrement. Arthur a été reçu pour un stage d'assistant de l'assistant du meilleur metteur en scène de l'Off-Broadway à New York. Ça ne se refuse pas, et il va donc accepter. De son côté, Ben n'est pas en couple. Il est dans une relation compliquée. Son plan cul, plus beau gosse tumeur la gueule ouverte, ressemble davantage à un plan cœur qui ne dit pas son nom. Donc, son plan cul lui permet de se reconnecter avec ses origines mexicaines. Il lui apprend même à parler espagnol. Ils ont donc tout pour être ensemble, sauf qu'ils ne le sont pas. Bien sûr, les deux ex-petits amis vont se retrouver, mais leur histoire est du passé, non ? Arthur a un petit ami et Ben a quelque chose, dirons-nous. Pourtant, ce passé semble vouloir revenir par vagues et les submerger. Et si l'univers ne voulait pas les laisser tranquilles ? Et dis-nous, c'est bien tout ça ? Non, Brahim, c'est pas bien, c'est génial. Alors tout d'abord, j'ai énormément de plaisir à retrouver mes deux personnages préférés. Adam Silvera et Becky Albertalli sont talentueux. Ils ont réussi à faire évoluer les personnages de Ben et Arthur. Fini le lycée, bienvenue à la fac. Tous les deux restent profondément les mêmes. Arthur parle toujours autant, croit toujours dans les signes de l'univers et est toujours absorbé par les comédies musicales. Cette fois-ci, Six. Ben, quant à lui, est toujours refermé sur lui-même et coincé dans sa vie. Ses origines non assumées restent un poids, presque une honte dont cette fois il essaie de se départir. Ce roman est très réussi, la tension entre les deux personnages tient de la première page du roman à la dernière de l'épilogue. Il est très drôle, avec par exemple un énorme clin d'œil au premier livre dans l'épilogue, ou avec le personnage loufoque de Dylan. Même si le roman est classique, si certaines intrigues sont prévisibles, j'ai adoré ce livre pour ses personnages justes, touchants et addictifs, mais aussi pour les rires et les larmes de joie et de tristesse qu'il m'a tirés. Mais surtout, il m'a replongé dans mes années fac où, moi aussi, j'étais perdu entre l'amour qui vous prend aux tripes, irrationnel avec la force des raz-de-marée, cet amour rencontré presque trop tôt qui se construit dans l'espoir, se brise dans l'illusion, imagine se rebâtir un jour parce qu'il ne peut pas vous lâcher, vous maintient éveillé la nuit, vous guide dans la journée, mais dans l'impossibilité vous plonge dans une déprime qui refuse de dire son nom. Cet amour qui m'a bâti, m'a construit et m'a fait grandir, mais était-il comparable à cette relation cérébrale, pépère, rationnelle, calme comme le cours d'une rivière en été, mais pratiquement aussi sèche ? Bref, une relation stable, mais un amour qui ne veut pas venir. Here's to Us, d'Adam Silvera et de Becky Albertalli, c'est exactement ça. Qui dois-je et qui puis-je aimer ? Sauter sans parachute ou vivre sans jamais décoller ? Becky Albertalli, ça me dit quelque chose, ça.
Ah, je vois que tu ne perds pas le fil de mes chroniques, Brahim. Oui. Tu as raison, c'est la 3e fois que je parle d'elle. Elle est l'autrice de Love, Simon, qui a été adaptée en Love, Victor pour Disney+. Ses personnages ont toujours réussi et ceux de la série ne sont pas en reste. Ils génèrent toujours du bonheur chez moi et la nouvelle qui est tombée il y a 2 semaines m'a de fait fait tomber en dépression. Love, Simon revient pour une saison 3 le 15 juin 2022. Yay! Mais ce sera une saison tronquée en 8 épisodes. Oh! Mais surtout, ce sera la dernière saison. Sniff, sniff, sniff. Cela dit, ne pleurons pas avant d'avoir mal. Dégustons le dessert de ce menu en 3 plats. Et si vous n'en avez pas assez des personnages de Becky Albertalli, plongez-vous dans Here's to Us et tombez amoureux d'Arthur et Ben comme je le suis. Vous écrivez, vous lisez tous l'anglais. Je pense que vous êtes convaincu. Vous allez lire ce livre. Nicolas, naturellement, oui. Mais je lis peu, Brahim, tu sais. Je n'y crois pas. Mais il y a la série Love, Simon. Oui, bah ça, oui. Valérie, convaincue? Eh bien, écoute, ça donne envie de lire. Mais du coup, il y a quand même un premier tome. C'est bien ça, la traduction française? Oui, pourquoi pas nous, il est sorti en français. Hein. Bon, donc comme j'ai déjà un petit peu de retard, je vais commencer par le tome 1. Et c'est chez quel éditeur? Oh punaise. Non, mais c'est pas grave, on le rappellera. Nicolas? C'est pas une question piège, mais c'est toujours intéressant. Nicolas? Oui, pour avoir une réponse un peu plus étoffée, moi ce que je trouve vachement bien, parce que alors autant je connais pas cette histoire-là, par contre Love, Simon, je vois à peu près, j'ai vu le film, etc. Et pour faire écho à ce que disait Rudy tout à l'heure, ça fait du bien aussi d'avoir des histoires niaises, positives et heureuses pour se remonter aussi un peu le moral. Et je pense que ça contribue aussi beaucoup à l'empowerment et à ce qu'on peut et à la facilité de vie qu'on peut acquérir malgré tout. Et donc rien que pour ça, je pense que c'est effectivement super réconfortant à lire. Et donc la maison d'édition de Here's to Us et Quill Tree Books. Merci à toi, Étienne. Homo Micro, le cercle des chroniqueurs. Et pour clôturer cette émission, nous allons parler d'un autre livre, d'un roman de Douglas Stewart, Shuggie Ben. Et c'est Eric Garnier qui est avec nous par téléphone et qui va nous en parler, nous présenter. Bonsoir Eric, comment ça va? J'ai le courage d'affronter la pluie glaciale qui tombe sur la Seine-Saint-Denis pour venir vous voir, mais j'espère bientôt, quand le nouveau studio sera tout neuf. Ben on y est déjà. Hein. Ah ça y est? On y est, bien sûr. Ah bon alors, la prochaine fois je viens. Bon, en tout cas je voudrais vous convaincre de lire un roman qui est sorti à l'automne, qui d'ailleurs est un peu autobiographique. L'auteur s'appelle Douglas Stewart. Bon, c'est un peu donc son histoire, et son histoire est très dure et en même temps magnifiquement racontée. En plus, ça donnera un peu de baume au cœur à tous les gens comme nous qui essayons d'écrire et d'être publiés. Eh bien, ce livre, qui a eu quand même finalement le plus prestigieux prix anglais de littérature en 2020, le Man Booker Prize, eh bien, Douglas Stewart a envoyé à 44 éditeurs. Il a eu 43 refus. Et donc, c'est à la fois terrible et en même temps très encourageant. C'est-à-dire qu'il faut jamais baisser les bras si on porte un livre auquel on tient et qu'on voudrait être publié. Alors, on est à Glasgow, en Écosse, dans les années 80. C'est pas Valérie Pécresse qui dirige le pays, mais c'est Margaret Thatcher. Bon, elles ont peut-être un peu le même programme. En tout cas, on est dans la petite classe moyenne qui connaît le chômage. C'est un roman familial, un peu à la Dickens ou à la Zola, mais avec toujours beaucoup de pudeur et d'émotions contenues, puisque l'auteur raconte un peu son histoire. C'est l'histoire d'une famille qui est un peu victime des affrontements entre les catholiques et les protestants. Quand on est catholique, on ne doit pas épouser un protestant, etc. Or, la mère de Douglas Stewart, la mère de Shuggie Ben, qui est son effigie littéraire,
ce petit garçon Shuggy Bain qu'on adore absolument et qui nous bouleverse de bout en bout, eh bien il est pris, comme beaucoup d'enfants hélas malgré eux, dans les problèmes de couple, des parents, des familles recomposées, et surtout il a un petit problème en plus, si je puis dire, c'est que on le comprend très vite, il sera homosexuel, ce petit garçon, et on ne sera pas surpris de toutes les brimades, de toutes les méchancetés qu'il se ramasse comme ça, malgré lui. Ce qui est bouleversant, c'est que sa mère, Agnès, qui a été une très belle femme et qui ne s'est pas remise d'une rupture avec le père de Shuggy, eh bien, cette femme est alcoolique. Et c'est un grand roman bouleversant et terrible sur l'alcoolisme féminin. Et ce petit garçon, depuis l'âge de 6 ans, on va le quitter, il a 16 ans, eh bien, va rester tout le temps le plus possible avec sa mère. Il va être la mère de sa mère presque. Il va être les parents de sa mère, car il ne se résout pas à l'abandonner, il espère toujours. Et ça, c'est absolument magnifique. On le quitte, je ne vous raconte pas à quel moment, mais en tout cas, on a très 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 envie. Je ne sais pas si Douglas Stewart a prévu de faire un tome 2, mais on quitte Shuggy Bain sur une note d'ailleurs d'espoir. La dernière scène est absolument merveilleuse et on a juste envie de retrouver bientôt Shuggy Bain, car on voudrait savoir comment il va s'en sortir. Il a 16 ans et c'est le début de tout. Voilà, donc c'est publié en France aux éditions du Globe. Voilà, bravo. Ça s'appelle, alors c'est pas facile à retenir, mais c'est Shuggy Bain. Voilà, c'est le nom du petit garçon qui est le garçon de papier, l'équivalent de papier de l'auteur Douglas Stewart. Très très beau livre, assez long, mais il a un style, ce Douglas, qui fait qu'on le lit avec beaucoup d'émotion et de plaisir. Oui. Merci Eric pour cette découverte. Écoute, est-ce que je te propose pour ta prochaine intervention en mon micro, est-ce que je peux t'envoyer un taxi pour venir... Non, j'ai une voiture. Tu as une voiture, très bien. Non, mais en plus, puis comme il y a un nouveau studio, tout ça, c'est bon. T'inquiète pas. Très bien. Merci. Rappelle-nous le titre du livre. C'est Shuggy Bain et l'auteur, c'est Douglas Stewart chez Globe. On doit retrouver ce livre absolument partout. Merci donc, Eric. Bien sûr, au mot à la bouche. Merci Eric. À très très vite. Au revoir. Alors, s'il fallait faire un petit tour de table, rappelle-nous le titre de ta chronique et en 2 mots, quel message que tu voulais nous passer, Nicolas ? Alors le titre, rien ne m'attriste plus que de ne pas comprendre ce qu'un artiste a voulu me dire. Et le message à faire passer, c'est allez voir les artistes, foutez-vous des coups de pied au cul et on en retire toujours quelque chose. J'adore. Même quand on croit ne pas comprendre. J'adore les coups de pied au derrière. Ta chronique ? Moi, Étienne ? c'est dur de faire la transition. Moi, c'était Here's to Us de Becky Albertalli et Adam Silvera. Valérie, l'invité du soir. Eh bien oui, c'est Didier Roth-Bettoni. Découvrez sur France Culture Barbara Hammer et Derek Jarman dans son documentaire. Merci. Et la revue de presse, tu nous as pas dit ce que tu as retenu de ta revue de presse. Le point positif, c'est que malgré l'homophobie, on peut voir que l'action au quotidien, le fait de parler de l'homosexualité, des luttes LGBT, ça permet de changer la société, de permettre à des enfants, des adolescents de révéler leur identité comme on le voit aux États-Unis. Et donc, parfois, on peut se dire que notre action ne sert à rien, mais... finalement, on voit que toute association a un impact sur la société et c'est positif. Merci, c'était un bonheur de passer 1 heure d'émission avec vous. Je vous embrasse, on salue toutes les auditrices et auditeurs de nous avoir écoutés et très très vite, bien sûr, en podcast. Merci pour la réalisation de cette émission à notre ami Nathan et on vous dit à très très vite. Ciao, ciao. Hey! Oh non!
Cette émission est maintenant terminée, mais un conseil, retrouvez l'ensemble des podcasts d'Homo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.